Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver. On est ce soir avec Karen de Dors 3 qui va nous parler de l'étude qu'elle a menée avec d'autres entreprises, hein. Tu vas nous en parler. Vous étiez plusieurs sur cette étude dont les résultats ont été présentés fin janvier 2025, si je ne m'abuse. Voilà, sur l'état du secteur du Web3 en France, avec plusieurs volets qui vont nous intéresser, mais notamment une partie emploi et recrutement. Donc on va débriefer un petit peu tout ça ce soir parce qu'il y a plein de choses intéressantes pour les personnes qui s'intéressent à ce secteur-là, notamment sous un angle professionnel. Si jamais vous voulez poser des questions au cours de cette présentation, vous avez le menu Q et R, questions et réponses, en bas de votre écran. Donc vous pouvez l'utiliser pour poser les questions, comme ça on pourra les suivre au fur et à mesure et y répondre une à une. C'est beaucoup plus simple à gérer que dans le chat. Donc utilisez bien ce menu-là. Karen, merci à toi d'être là ce soir. Je vais te laisser commencer, peut-être voilà, en expliquant rapidement qui est Dors 3, voilà, dont tu es la CEO, et puis donc effectivement ce panel d'entreprises qui ont mené cette étude. Yes, bah merci beaucoup Nathan et merci effectivement à la BBS de m'accorder ce temps. Effectivement, je pense que c'est important de pouvoir partager au plus grand nombre les résultats de cette étude qui est une première édition dont on est très fiers. D'ailleurs, elle aurait dû sortir fin 2024, mais comme quoi c'est le destin, on a bien fait de la sortir début 2025 parce qu'il s'est passé tellement de choses entre fin 2024 et début 2025 que ça nous a permis d'ajuster quelques éléments. Donc, pour me présenter rapidement, donc effectivement, Karen Jouve, moi je suis la CEO et cofondatrice de Doors. Donc, on est aujourd'hui l'acteur leader qui accompagne une cinquantaine de clients qui sont des grands comptes, donc des grands groupes du CAC 40, des administrations publiques, mais aussi des PME et des startups dans leurs projets Web3, donc autour de sujets comme la blockchain, la tokenisation, la crypto, mais aussi l'immersif et l'IA. On travaille dans tous les secteurs et notre particularité, c'est que on allie trois grands piliers d'expertise, le conseil stratégique, le développement tech et la créativité. Donc on est vraiment un partenaire de confiance pour ses clients. Et on accompagne plein de projets, aussi bien de la tokenisation, de la DeFi, des projets d'engagement 3.0, du métaverse industriel, du gaming. Donc voilà, c'est très très large. On voit vraiment tous les aspects de ce qu'on appelle le Web 3 de manière globale. Et c'est vrai qu'un de nos rôles aussi sur le marché, c'est d'éduquer, d'évangéliser, notamment au grand public et aux grands groupes. Et du coup, on produit souvent des rapports, des études. On en a fait plusieurs par le passé. Et là, on a décidé de s'associer à d'autres partenaires. Donc, Stack Talent, qui est aujourd'hui un cabinet de recrutement très connu et reconnu dans la place. Finance Innovation, mais aussi la DAN, qui sont deux acteurs clés en fait qui structurent l'écosystème Web3 et finance en France, et la banque de Lubac qu'on présente plus, mais qui est voilà qui a été la première banque en fait française à obtenir le statut de PSAN et qui aujourd'hui opère dans l'univers des cryptos. On a décidé tous ensemble de mener cette étude. Et voilà, pour teaser un petit peu avant de rentrer dans le détail, l'idée de l'étude le Web3 en France, c'était vraiment de donner en fait une image la plus fidèle possible de ce qu'est aujourd'hui l'écosystème Web3, qui est évidemment un écosystème en pleine expansion. Hein. Moi, j'ai démarré en 2018 et avec mes associés à l'époque, on n'avait pas encore créé Doors 3, on était chez Wavestone et on avait créé le premier radar blockchain en France. Et je peux vous dire qu'il y avait moins d'acteurs qu'aujourd'hui. Donc voilà, c'est un écosystème en pleine expansion, mais on voulait, à travers cette étude, parler sans tabou de tous les sujets qui font cet écosystème. Donc on va y revenir juste après. Et comme je le disais, c'est une première édition, donc cette étude a vocation à être rééditée chaque année et on espère avoir encore plus de participants. Vous le verrez, on a déjà pas mal de startups qui ont participé, mais évidemment, le but, c'est que la majorité puisse y participer. Yes, ouais, voilà, pour avoir une image toujours plus fidèle de l'écosystème. C'est vrai que c'est souvent un besoin pour un certain nombre de personnes et notamment des gens qui viennent chez nous à la BBS de pouvoir avoir un bon aperçu de l'écosystème, de ce qu'il recouvre, des acteurs qu'on trouve dedans, de ses dynamiques.
notamment en termes d'emploi et de recrutement. Donc ouais, hyper intéressant. Et puis moi personnellement, j'ai trouvé des choses très intéressantes dans cette étude, hein. Il y a des chiffres, des stats qui sont vraiment très intéressantes. Donc ouais, on va pouvoir évoquer tout ça tout de suite. Avec grand plaisir. Peut-être, si tu veux, Nathan, je peux partager mon écran. J'ai fait une petite synthèse justement de l'étude. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu veux partager dans les commentaires ou je pourrais le faire après, mais on pourra partager le lien, bien sûr, de l'étude pour ceux qui l'ont pas encore. Oui, bien sûr, ouais, on le repartagera. On l'avait donné nous en interne, mais effectivement, on le repartagera pour qu'il soit accessible. Top, ok. Ça marche. Bah, peut-être ce que je vous propose, si ça vous va, c'est que je balaye un peu les éléments principaux. Comme ça me permet de vous faire un peu une synthèse de ce qui est à retenir finalement de l'étude. Et puis après, on peut peut-être partir sur un débat sur différents sujets. Et s'il y a des questions, évidemment, j'y répondrai avec grand plaisir. Yes, Du faisons ça. Parfait. Du coup, allez, on démarre. Donc, comme je vous disais, cette étude Web3 en France, l'idée, c'est d'avoir vraiment une étude au cœur de l'écosystème. Comment on l'a réalisé? D'abord, c'est important. On a d'abord collecté des données quantitatives. Donc, on a fait passer en fait des forms auprès de l'ensemble de l'écosystème. On a réussi à obtenir les réponses de 73 acteurs. Donc, c'est là où je vous dis qu'on espère vraiment chaque année avoir de plus en plus d'acteurs qui répondent parce qu'évidemment, il y a plus de 73 startups aujourd'hui en France. On a aussi réalisé des entretiens qualitatifs avec des experts de l'écosystème, donc en l'occurrence 12 experts, pour approfondir un peu les tendances et venir les illustrer. Et ce qui est intéressant, et vous le voyez sur la droite, sur la cartographie des acteurs interrogés, c'est qu'on a vraiment fait en sorte d'étudier des profils vraiment divers, donc des startups innovantes, des grands groupes, des experts, des talents, des régulateurs. Voilà, on a essayé vraiment de donner la vision la plus exhaustive possible de l'écosystème. Et on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui. Ce qu'on a vraiment identifié, et je pense que ça surprend personne, mais c'est que cet écosystème Web3 en France, il est segmenté aujourd'hui. Finalement, on a une représentation dans beaucoup de catégories et beaucoup de métiers. On voit qu'on a une forte prégnance des acteurs dans les infrastructures. On a aussi beaucoup de monde dans la partie studio, agence, cabinet. On a pas mal de monde aussi côté finance décentralisée ou encore marketplace. On voit qu'on a un peu moins d'acteurs sur la partie, par exemple, NFT aujourd'hui, voire même gaming ou métaverse. Voilà, on a aussi effectivement des acteurs sur la partie régulation juridique, formation, éducation, venture capital et d'autres. Et on voit aussi dans l'étude qu'on a une répartition géographique des acteurs qui est encore quand même très concentrée à Paris. Malgré ça, on a quand même plus de 38% qui sont en province, ce qui est assez intéressant, avec des places fortes, comme notamment Marseille, par exemple, enfin, en tout cas le sud, où il y a pas mal de startups. On a vu aussi dans le nord, typiquement vers Strasbourg, Metz, où il y a beaucoup d'acteurs également. Donc ça, c'est intéressant de voir que voilà, il y a encore une concentration assez forte sur Paris, mais pour autant avec pas mal de pépites qui émergent un peu partout en France. Et enfin, voilà, on a eu évidemment le soutien de partenaires clés, comme je le disais, pour réaliser cette étude qui était vraiment important. Alors, premier élément que j'ai dit vraiment à tous les journalistes qui nous ont interviewés là-dessus, ce qui ressort vraiment de l'étude, et je pense que c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché, c'est une vraie dualité au cœur de l'écosystème. Une dualité parce qu'on fait le constat qu'il y a un écosystème qui est à deux vitesses. D'un côté, on voit une forte concentration d'acteurs qui sont en train d'émerger comme les leaders dans la fintech, les infrastructures et la custody. Et de l'autre, on voit une faiblesse quand même assez relative dans des secteurs grand public dans lesquels on aurait mis peut-être un peu plus d'espoir il y a quelques temps, notamment le gaming, les marketplaces, les NFT. Et en fait, on voit vraiment, voilà, un peu deux salles, deux ambiances, et on va le voir juste après, qu'on retrouve aussi dans l'analyse à travers une forte dualité et un passage à l'échelle qui devient clé. Là aussi, on voit une vraie dualité entre d'un côté des véritables licornes, il y en a qu'on n'a plus besoin de citer, hein, comme Ledger, Sorar, et d'autres qu'on va voir juste après. Je pense à Morpho, je pense à Defense, à Kaiko, à Kiln,
qui aujourd'hui sont, sont vraiment même plus des startups en fait, vraiment des très gros acteurs qui vont devenir des licornes et qui sont des startups bien financées et bien visibles. Et de l'autre côté, on a énormément de jeunes entreprises en quête de rentabilité qui ne dépassent pas les 500 000 euros de chiffre d'affaires et qui manquent aujourd'hui de ressources et de capacité à scaler. Donc là, on voit vraiment que cette dualité, c'est d'un côté des secteurs qui sont en train d'être identifiés comme plus porteurs que d'autres, et de l'autre côté, vraiment un passage à l'échelle qui est pour certains évident et pour d'autres plus compliqué. On y reviendra ensuite. Et enfin, il y a un enjeu aussi, en tout cas deux enjeux, je dirais, qui sont ressortis vraiment de l'étude, c'est le rôle des grands groupes et des institutions dans l'adoption. Ce qui ressort vraiment de manière prégnante, hein, et on le verra, c'est qu'il y a un manque de compréhension globale du sujet. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'adoption met du temps à venir. Et on voit que voilà, il y a une transition progressive dans ce nouvel écosystème qui est encore incomplète et qu'aujourd'hui le rôle des grands groupes mais aussi des institutions devient clé dans l'adoption alors même qu'il existe encore beaucoup de freins et parmi lesquels un, le manque d'intérêt et deux, le peu de connaissances. Et ça c'est beaucoup ressorti parce qu'évidemment même si on parle de sujets purs Web3, il y a besoin aujourd'hui que les institutions et les grands groupes aident à l'adoption parce que c'est grâce à ça qu'on ira vraiment chercher la masse entre guillemets. On voit vraiment un peu sur le constat de dualité. Et maintenant, si on regarde un petit peu où on en est, donc là, je vous ai mis quelques chiffres clés, mais vous verrez que dans l'étude, on a beaucoup de chiffres. Mais là, vraiment, pour vous identifier ce qui ressort le plus, on a réparti ça en 4 catégories. Donc, il y a une catégorie sur ce qu'on a appelé la maturité et la diversité. Alors là, il y a un chiffre qui a surpris beaucoup de monde, c'est les 49,3% de startups de notre cartographie sont rentables et 57% visent la rentabilité en 1 à 2 ans. Alors encore une fois, disclaimer, il y a 73 startups qui ont répondu, donc c'est peut-être pas une vision ultra précise, mais ce qui est intéressant, c'est les deux. C'est d'un côté, on se rend compte que du coup, on n'est pas si mal que ça quand même pour un écosystème qui est encore jeune, avec quasiment la moitié des startups qui se disent rentables, mais de l'autre, on voit qu'il y a encore un enjeu d'aller chercher un modèle économique. Ensuite, on a 30% des startups interrogées qui génèrent plus de 1 million de chiffre d'affaires et dans ces 30%, 15% qui génèrent plus de 5 millions. Donc là, c'est ce que je vous disais, on voit vraiment un éclatement entre des startups qui sont plutôt bien embarquées et puis finalement, ça veut dire aussi que les 70% restantes génèrent moins de 1 million de CA et on a vu que la grande majorité se situe entre 100 et 500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, ça, par contre, ça montre aussi une certaine faiblesse relative de l'écosystème où il y a vraiment besoin d'amener du coup des financements pour leur permettre de scaler et d'évoluer. Et en tout cas, chiffre intéressant aussi, 82% des entreprises cherchent à s'internationaliser. D'ailleurs, pour la plupart, ont déjà commencé. Alors ça, on pourra en parler après de manière assez cash aussi. Évidemment, c'est aussi lié à un contexte réglementaire et financier. Mais c'est aussi encourageant de voir que voilà, pour la plupart, en tout cas, il n'y a pas de velléité. Tout le monde veut s'internationaliser. Si on regarde maintenant le sujet people, sur le recrutement, bonne surprise, il y a énormément de postes ouverts. Aujourd'hui, il y a 240 ouvertures de postes qui sont prévues et majoritairement en CDI. Donc ça, c'est intéressant parce que ça montre une certaine stabilité, même s'il y a des difficultés, on le verra sur le sujet de la formation des profils. Il y a quand même une forte appétence à ouvrir des postes et ce qu'on voit, c'est que en grande majorité, ce sont des compétences techniques qui sont cherchées, qui sont recherchées. Donc à 66%, les entreprises qui ouvrent aujourd'hui des postes vont prioriser des compétences techniques, même si, ça je sais que c'était un point clé pour toi aussi Nathan, on voit que voilà, il y a des demandes très fortes dans des profils plus transverses comme marketing, chef de projet, puisque évidemment, il y a vraiment besoin aujourd'hui d'accompagnement. Après, déception, mais pas étonnant, j'ai envie de dire, mais moi, ça me touche forcément directement. Malgré tous les efforts, je pense, qui sont mis en œuvre par beaucoup d'associations, il n'y a que moins de 25% des profils qui sont des femmes aujourd'hui dans le Web3. C'est vraiment trop peu. Après, c'est à mettre en perspective avec les chiffres de la tech en général, hein, où on est à peu près à 20%. Donc, je ne dis pas qu'il faut s'en réjouir, mais en tout cas, on est à peu près dans la moyenne. Après, ce qu'il faut relever quand même, c'est qu'on a des femmes emblématiques à la tête de startups Web3 en France. Je pense à Ambre, par exemple, de Kaiko, Clarisse de Defense et bien d'autres. Donc, c'est vraiment des rôles modèles à suivre. Mais voilà, il y a encore du travail là-dessus. Un chiffre qui nous a étonné, c'est l'adoption des crypto-monnaies au sein même des entreprises du Web3 en France.
on se rend compte qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies elles représentent moins de 10% du chiffre d'affaires pour la grande majorité des répondants. Alors évidemment, ça nous surprend sans nous surprendre, ça rejoint aussi un vrai problème d'adoption aujourd'hui par les banques en France, d'acceptation par les banques de ces moyens de paiement et puis de réglementation. Mais c'est quand même assez étonnant. On voit que du coup, il y a encore beaucoup de potentiel d'adoption au sein même des entreprises Web3. Et enfin, évidemment, on a tout un volet sur l'encadrement et la réglementation. Et voilà, aujourd'hui, les réglementations européennes comme MiCA, elles sont structurantes, mais elles sont globalement perçues comme un frein par la majorité des startups. Et on voit aussi que les aides publiques sont peu utilisées dans l'écosystème Web3. Il y a 48% des entreprises qui n'en bénéficient pas. Donc voilà, ça c'est aussi un sujet clé sur la partie financement et réglementation. Et on y reviendra après sur pas mal d'explications. N'hésite pas à me couper, hein, Nathan, si tu as Ouais, des bah questions. sur la partie sur la partie aide publique, euh, donc en gros, quasiment la moitié des entreprises n'en bénéficient pas. Donc, elles essayent d'en bénéficier et ça ne marche pas, ou est-ce qu'elles ne sollicitent pas ces aides publiques parce qu'elles ne les connaissent pas forcément, parce que, je ne sais pas, elles manquent de compétences ou de contacts pour faire ça. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est est-ce que ça vient des acteurs en eux-mêmes qui sollicitent pas assez et qui utilisent pas assez? Ou est-ce que, au contraire, ça révèle peut-être une volonté de la puissance publique de moins en fait financer ces projets-là au profit de projets de d'autres secteurs, peut-être voilà, peut-être plus établis, peut-être moins controversés, etc. Bah, en fait, ouais, c'est une bonne question. Ce qu'on voit, alors vous le verrez dans l'étude, c'est notamment à partir de la page 56-57, hein, pour ceux qui ont l'étude, où on a tout un focus justement sur les opportunités de financement. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a dans l'écosystème Web3 en France, effectivement, en grande majorité, il n'y a pas beaucoup d'aides qui sont perçues. Il y a quand même des entreprises qui ont réussi à aller chercher du crédit impôt recherche, des bourses French Tech ou encore le statut de jeune entreprise innovante, certaines des aides locales et régionales, mais très peu. Et par contre, ce qui est assez important, c'est les grants de fondations blockchain. Ça, on le sait historiquement, c'est des aides assez précieuses pour beaucoup de startups qui ont notamment des besoins de développement. Après, au final, pour répondre à ta question, on voit trois phénomènes. Le premier, c'est que pas toutes les entreprises ont un chiffre d'affaires consacré à la recherche et développement. Et donc, on sait que si c'est pas directement lié à de la R&D, il y a un certain nombre d'aides qui sont pas disponibles. Par ailleurs, et on l'a vu nous-mêmes en discutant certaines fois avec des acteurs, il y a une incompréhension parfois aussi de ces aides-là qui comprennent pas exactement le métier et ce qu'on réalise et qui vont interpréter si c'est de l'innovation incrémentale ou pas, mais qui sont assez floues. Et effectivement, ce qu'on voit aussi, et c'est le cas aussi sur la partie réglementation, c'est qu'il y a un enjeu de ressources internes où effectivement les entreprises aujourd'hui sont pas assez bien staffées pour aller remplir ces dossiers et obtenir les aides en fait. Donc effectivement, je pense qu'il y a un manque à gagner tout simplement en termes de ressources où elles vont se concentrer sur le business, sur le delivery. Et aujourd'hui, elles n'ont pas forcément les ressources pour aller bien remplir tous ces dossiers qui sont effectivement longs et fastidieux et sur lesquels il faut un petit peu d'expérience. Ouais, je fais le lien aussi à une déclaration récente là, de Pierre Noisa qui expliquait que bah, aujourd'hui, avec le poids de la régulation en France et ce que ça représente, notamment financièrement et en termes de staff, bah, en fait, il expliquait que bah, chaque euro que prend la compliance, bah, c'est un euro qui ne peut pas aller sur de la R&D. Exactement. Et les montants sont énormissimes aujourd'hui pour se conformer. Et là aussi, dans l'étude, vous verrez sur la page, notamment à partir de la page 61, on a interrogé sur le cadre réglementaire et en grande majorité, enfin en tout cas au-delà de 52%, les startups Web3 n'ont pas de ressources dédiées justement aux questions réglementaires. Donc si elles n'ont pas de ressources dédiées, ça veut dire qu'elles vont sous-traiter, donc ça a un coût. Mais bon, pour celles qui ont des ressources, ça a un coût aussi puisqu'elles sont obligées de recruter des personnes compétentes et en plus sur un sujet vraiment de niche. Donc voilà, on voit qu'effectivement aujourd'hui, il y a aussi un sujet de staffing interne et organisationnel
que ce soit pour la partie réglementation, financement ou autre, qui n'est pas toujours évident pour des startups qui ont du mal à générer du chiffre d'affaires conséquent pour justement dédier des ressources là-dessus. Donc, tout à fait. Peut-être si on avance, alors là, du coup, je vais rentrer un peu plus dans le détail pour vous montrer un peu les deux facettes de l'étude. On va dire le côté enjoué et positif, et puis le côté un peu plus challenging, entre guillemets, de l'écosystème. Encore une fois, l'idée, c'est de donner une vision fiable. Hein, donc, c'est pas de se congratuler, c'est aussi de montrer ce qui va et ce qui va pas. Donc, d'un côté, ce qui est quand même rassurant et encourageant, et je pense que c'est pour ça qu'on est tous là à construire le Web3, on est quand même sur un écosystème en pleine effervescence. Je me souviens encore des déclarations en 2019 de Bruno Le Maire qui disait la France sera une blockchain nation. Je ne sais pas si on a réussi ça, mais en tout cas, on a de très beaux acteurs et on a une vraie dynamique. Et ça, on peut s'en féliciter parce qu'on ne nous a pas forcément aidés pour le faire. Donc, on voit 3 points clés. Le premier, c'est il y a quand même des levées de fonds significatives et donc on voit arriver, comme je le disais en introduction, l'émergence d'acteurs leaders. Et je tiens à souligner que c'est quand même clé, alors même qu'on était dans un marché assez baissier quand même en 2024. On a quand même eu des levées de fonds records. Je pense à Morpholabs qui a levé plus de 50 millions de dollars pour redéfinir le lending DeFi, Kiln qui a levé 17 millions de dollars pour sécuriser le staking, et Defense qui a levé 16 millions de dollars pour révolutionner la sécurité des wallets. Et évidemment, on ne les a pas tous mis, mais bien d'autres aussi qui ont fait des levées. Et d'ailleurs, vous pourrez le retrouver aussi dans l'étude avec voilà, des entreprises aussi comme Usual par exemple et bien d'autres. Donc des levées de fonds significatives et du coup qui permettent de faire émerger des leaders qui aujourd'hui sont Ouais. plus juste au rang de start-up et deviennent vraiment des acteurs leaders. Ouais, puis au-delà de l'état du marché, l'argent, l'argent facile avec les taux d'intérêt négatifs, etc. Ça aussi, ça a disparu. Donc, parce que ça aussi, ça facilitait des levées de fonds, etc. Ouais, Aujourd'hui, c'est plus aussi facile que ça ne l'a été d'aller lever des fonds. exactement. D'ailleurs, on va le voir. On a un vrai sujet sur le financement en France et en Europe. Et donc, c'est pour ça que je souligne, et donc là, je vous les cite pour ceux qui ont l'étude, c'est page 33 et 34, mais dans les principales levées de fonds en France en 2024, donc on a Morpho, je disais 50 millions, on a Zama qui a levé 73 millions de dollars, on a Kiln qui a levé 17 millions de dollars, et pour certains, ça vient s'ajouter à des précédentes levées. Hein. Flowdesk qui a levé 50 millions de dollars, Defense 16 millions et Usual 7 millions. Et bien sûr, je ne cite pas les autres, mais ça, c'est vraiment les principales. Donc ça, en tout cas, on peut s'en féliciter et c'est plutôt encourageant. Le deuxième volet qui est aussi en pleine effervescence, c'est l'existence de partenariats stratégiques avec des grands groupes et des institutions. Donc ça, on le verra, mais c'est quand même un élément clé pour amener de l'adoption et permettre aussi aux acteurs de se révéler. Enfin, on le sait très bien, les startups, elles peuvent pas éclore si à un moment donné, elles font pas des gros partenariats. Alors évidemment, il y en a qui sont connus comme Sorar, qui a fait des partenariats légendaires avec des ligues sportives, mais on voulait aussi parler par exemple de Comet, qui a fait un partenariat stratégique avec la Française des Jeux pour lancer un certain nombre de jeux Web3. Bien sûr, alors en plus, il y a une petite faute d'orthographe, désolé, mais Pirates Labs, qui développe des joint ventures pour favoriser des partenariats innovants. Bien sûr, nous, on s'est cité aussi puisqu'on accompagne plus de 50 grands groupes, mais il y en a bien d'autres. Je pense à Cohort aussi, typiquement, qui travaille avec beaucoup d'acteurs. Et ça, ces partenariats-là, ils sont clés pour accompagner aussi l'émergence du Web3 dans les grands groupes et les institutions et permettre une adoption plus massive. Et d'ailleurs, on doit les démultiplier, ces partenariats-là, pour continuer la croissance. Et enfin, le dernier élément, c'est une forte dynamique de recrutement et d'internationalisation. On le sait, ce qui montre aussi la bonne santé d'une startup, c'est sa capacité à recruter, à s'internationaliser et à investir. Et aujourd'hui, on a quand même de très belles entreprises françaises du Web3 qui rayonnent à l'international et qui recrutent de manière dynamique. Je pense à Kaiko, qui voilà, historiquement est établi à l'étranger, à New York, à Londres, à Singapour. Je pense aussi du coup, Stack Talent qui accompagne en fait beaucoup d'acteurs à l'international qui s'internationalisent, à Kiln évidemment, et bien d'autres. Et donc, c'est une croissance qui va stimuler la demande pour des talents spécialisés, notamment dans la tech. Et là, pour le coup, voilà, il y a des gros enjeux de recrutement aujourd'hui. Defense, par exemple, qui a ouvert des postes stratégiques, Kiln aussi, et bien d'autres.
Donc, il y a une vraie dynamique de recrutement et d'internationalisation et on le voit aussi à travers les événements. Je pense à Cross the Ages, hein, qui est très présent aussi à l'international. Voilà, ça c'est aussi un élément clé de l'écosystème qui est vraiment dynamique et qui aujourd'hui montre des signaux positifs. Donc ça, c'est vraiment sur la partie positive. Et évidemment, comme tout écosystème en évolution, on a quand même des défis majeurs et pas des moindres qui, du coup, sont clés aujourd'hui si on veut voir émerger un écosystème Web3 plus compétitif. Et là, on a identifié 3 défis majeurs. Le premier, ce sont les ressources humaines. En fait, on l'a vu, il y a un enjeu fort de recrutement, mais par contre, et ça, pour le coup, Stack Talent, il pourra en parler encore mieux que moi, beaucoup d'enjeux de recrutement, mais peu de talents en face. Et aujourd'hui, on a un vrai enjeu, on a une pénurie de talents qualifiés en France. C'est ce qui est ressorti en tout cas de l'étude et de ce que nous disent les startups, qui vient notamment d'un manque de formation. En fait, aujourd'hui, ce qui est ressorti dans l'étude, c'est que 90% des startups estiment que le Web3 est sous-représenté dans les écoles et dans les universités. Et du coup, évidemment, le rôle de la BBS aujourd'hui est un rôle clé parce qu'on voit qu'il y a trop peu de formation et effectivement, il y a la formation initiale, mais il y a aussi la formation continue. C'est aussi former des professionnels qui aujourd'hui ont déjà un métier entre les mains, mais qui veulent aller justement travailler dans cet écosystème Web3. Donc il y a la formation des jeunes étudiants, mais aussi des personnes qui sont déjà aujourd'hui dans la vie active. Et enfin, on voit aussi sur l'aspect ressources humaines qu'il y a peu de renouvellement des profils et des projets. Et donc ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui en termes de ressources humaines pour être capable, voilà, demain, de pouvoir avoir de nouveaux profils et de nouveaux projets qui permettront voilà, de recruter, d'avoir une dynamique importante en termes de ressources humaines. Et je le disais, sur la pénurie de talents, c'est aussi notamment parce qu'il y a une forte recherche aujourd'hui de talents techniques qui sont pas évidents à trouver aujourd'hui en France. Ça, c'est sur la partie ressources humaines. L'autre grand défi, évidemment, tu as commencé à en parler, c'est le financement. Globalement, aujourd'hui, le défi en termes de financement, il vient de plusieurs volets. Le premier, c'est que on a trop peu de fonds early stage en France. Et je pense combien de startups se sont retrouvées confrontées à cette problématique de ah, mais c'est trop tôt, il faudrait déjà que vous ayez tel chiffre d'affaires, tel produit. Bah oui, mais peut-être que pour faire ce chiffre d'affaires, il y a besoin de financement. Donc, il y a un vrai sujet aujourd'hui sur le early stage et qui n'est pas le cas uniquement d'ailleurs dans le Web3, mais qui est vraiment prégnant en plus dans le Web3 parce que parfois il y a une mauvaise compréhension aussi de certains fonds sur le business model amené par les startups du Web3. On voit aussi qu'il y a eu une réduction des deals en 2023-2024 avec une préférence pour des tours plutôt en série A ou des bridges. Et ça nous a notamment été remonté des VC qu'on a interrogés dans le cadre de cette étude, et notamment, je pense à 50 Partners et même BPI France qui nous en ont pas mal parlé. Aussi, on en a parlé tout à l'heure, il y a un accès limité aujourd'hui aux dispositifs comme le crédit impôt recherche ou le statut jeune entreprise innovante, et donc ça permet pas d'aller chercher aussi du financement non dilutif. Et globalement, on voit que dans l'étude, 52% des répondants, ils considèrent qu'aujourd'hui, le financement, c'est un des principaux défis. Donc voilà, il y a un manque de cash, en fait, globalement, et on le voit. Et c'est lié à plein d'autres choses. On va le voir juste après. Mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que tout est lié. Sans financement, on ne va pas forcément chercher de ressources humaines. Et on va le voir sur le dernier point, on a du mal à se conformer à la réglementation parce que une des raisons pour lesquelles on a du mal à le faire, c'est que ça coûte cher. Et donc justement, le troisième gros défi, et ça, malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de débats en ce moment, c'est la réglementation. Globalement, la mise en application de MiCA en 2024-2025, ça a un peu glacé l'écosystème. Alors, on a fait un webinaire d'ailleurs avec Bilal et Céline, qui est avocate. Évidemment, le cadre réglementaire, c'est important parce que ça permet aussi d'amener de l'adoption. Pour autant, quand la réglementation passe avant l'innovation et la croissance et la compétitivité, c'est un peu plus compliqué. Et ça, je pense qu'on pourra avoir le débat des heures. Mais surtout, ce qui ressort dans l'étude, c'est qu'aujourd'hui, se mettre en conformité, voilà, c'est ce que tu disais, ça demande un coût très élevé. Et parfois, les startups, elles ne vont pas le prioriser par rapport au fait de développer leur business. Et on voit aussi qu'à l'étranger, il y a un cadre plus souple. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de startups qui décident de partir. Et ça, c'est un vrai sujet pour la compétitivité et la souveraineté française. Mais du coup, ça requiert plusieurs enjeux.
La réglementation, oui, mais aussi la fiscalité, avec bien sûr une fiscalité toujours plus lourde. Et donc, j'ai envie de dire, bah, tout ça, c'est pas lié que au Web3, hein, c'est aussi un contexte global de l'entrepreneuriat en France sur lequel chacun a son avis, mais moi, je suis assez cash là-dessus. Je pense qu'on est en train de perdre beaucoup d'entrepreneurs à cause de ça. Et donc, voilà, trois défis majeurs. Et comme on le voit, qui sont liés en fait intrinsèquement, parce que bah, sans argent, on ne va pas recruter et on ne va pas se mettre en conformité. Et inversement, si on n'a pas un cadre souple, bah, forcément, c'est plus compliqué aussi d'aller chercher du financement. Donc voilà, vraiment les trois défis majeurs qui ont été remontés par les startups Web3. Et du coup, pour finir, et peut-être après, je te laisserai poser des questions, Nathan, si tu veux, mais pour finir, ce qu'on voit aujourd'hui un peu en débat et perspective, et on avait fait un débat d'ailleurs lors du lancement de l'étude avec une table ronde, on voit que voilà, il y a trois enjeux clés, c'est la réglementation, le financement et la compétitivité. Et c'est les trois enjeux qui feront ou pas que la France pourra finalement briller sur la scène du Web3 à l'international. Et on voit que ces trois enjeux clés qui sont au cœur des préoccupations des startups Web3 en France aujourd'hui, quoi. Voilà un petit peu en synthèse de cette étude. Et encore une fois, comme je le disais, n'hésitez pas à aller la lire en long, en large. Il y a vraiment beaucoup d'éléments intéressants, beaucoup de chiffres clés, de témoignages aussi d'experts voilà, qui parlent sans bullshit, entre guillemets, de la réalité du terrain. Et je pense que c'est vraiment intéressant pour tout le monde, hein, que ce soit des entrepreneurs, des entreprises, des étudiants, d'aller voir ces chiffres et on espère vraiment que l'an prochain, on aura des chiffres encore plus encourageants. Yes, bon bah merci, merci Karen. Donc effectivement comme ça fait un aperçu un peu global de tout ce qu'il y a dans l'étude et des différentes facettes. Donc là après dans le quart d'heure qu'il nous reste, peut-être qu'on peut parler effectivement bah, de l'aspect un peu plus emploi et recrutement. Donc là j'ai quelques screenshots que j'avais fait de mon côté Ouais. que je peux vous montrer. Hop, voilà, donc là normalement vous devez voir. Yes, moi je vois bien en tout cas. Voilà, la question, prévoyez-vous de recruter ou pas dans les 6 prochains mois? Donc là, ben, on voit que toutes les entreprises ont répondu. Et donc, effectivement, on a une tendance qui est plutôt intéressante, puisque assez largement, ces entreprises-là déclarent qu'elles vont recruter. Et donc, ce qui était assez intéressant aussi, c'est ce qu'il y a en dessous. C'est donc les types de postes, on va dire, les grands domaines dans lesquels ces entreprises prévoient de recruter. Donc, tu as cité effectivement cette prévalence des postes techniques a priori dans les souhaits de recrutement des entreprises. Mais là, ici, par exemple, on voit que bah, le profil développeur, donc qui va correspondre à cet aspect technique, bah, est pas le seul à ressortir, hein. Voilà, ils sont trois à ressortir, à se détacher assez nettement. Et donc pour les deux autres, bah ouais, on est sur une partie marketing et sales, hein, donc vente, commerce. Et donc là, bah, des compétences non techniques. On peut dire assez répandues. Voilà, il y a plein de gens en France qui ont ces compétences-là. Et donc, bah, voilà, quand on a ces compétences, bah, aujourd'hui, vous voyez, il y a de quoi en fait travailler dans le Web3 parce qu'il y a une demande pour ces compétences-là. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de recouper aussi avec d'autres choses. Alors celui-là, on le verra peut-être Peut-être si je peux te compléter, Nathan, Ouais, effectivement, tu as vas-y. raison de le souligner parce que quand on a fait la table ronde, on a eu un échange là-dessus. Et c'est vrai que, et moi j'en suis convaincue hein, pour le voir au quotidien, évidemment on a besoin de profils techniques parce qu'ils vont être les mains dedans et construire les infrastructures de demain. Mais en fait, moi dans ma vision, et je pense que tu partages la même, en fait, tu peux pas avoir de profil technique sans profil sales et marketing parce que c'est très bien de faire un beau produit, mais si derrière t'es pas capable de le marketer ou d'aller le vendre, bon bah globalement ta startup elle décolle pas. Donc effectivement, enfin d'ailleurs je vois vraiment une logique hein, au fait que développeurs et sales ce soit presque au même niveau d'attente parce qu'aujourd'hui on le voit, il y a aussi un vrai besoin de vulgariser le sujet
et d'avoir justement des marketeurs, des sales ou des chefs de projet qui sont capables d'aller expliquer des cas d'usage, de prouver l'utilité et justement de ne pas être dans le jargon technique. Parce que ce soit pour des grands groupes ou du grand public, en fait, il n'y a que comme ça qu'on arrivera à avoir de l'adoption. Parce que c'est aussi une critique qui est faite parfois de cet écosystème comme d'autres écosystèmes tech, c'est que parfois c'est incompréhensible. Et nous, on le voit pour accompagner uniquement des grands groupes, mais mine de rien, les grands groupes, c'est eux qui font le business aujourd'hui. En fait, si on n'est pas capable de le vulgariser et que eux-mêmes, pour leurs clients, ne peuvent pas le vulgariser, bah, ça prendra jamais. Donc effectivement, moi, je pense qu'il est urgent d'avoir des profils qui comprennent le sujet, le maîtrisent, mais sont capables de le vulgariser. Et ça, c'est pas des profils tech aujourd'hui, justement. C'est tous les autres C'est profils ça. que vous formez et qui sont indispensables. Et d'ailleurs, je le dis souvent pour donner des cours, bah, que ce soit chez vous ou ailleurs, il faut pas avoir de complexe d'infériorité pour des profils qui viennent pas aujourd'hui de la technique, qui n'ont pas des profils ingénieurs. En fait, c'est possible. Enfin, en vous mettant dedans, moi, la première, j'ai pas un profil ingénieur et pourtant, je sais Moi faire non un plus. schéma d'architecture, je sais comment marche la blockchain. Mais mon métier aujourd'hui, c'est pas de développer. J'ai des développeurs pour ça. C'est d'aller l'expliquer, d'aller le vulgariser, d'aller accompagner des projets, de comprendre les logiques business et de le raccrocher à des logiques plus classiques de mes clients. Et ça, bah, pour le coup, c'est pas des techs. Donc, il y a vraiment besoin de tout le monde, quoi. Oui, c'est ça. Moi, je dis souvent, en fait, le secteur de la blockchain, du Web3, ne réinvente pas la roue. Effectivement, c'est un secteur spécifique avec ses logiques, ses codes, etc. C'est un secteur tech, il y a une technologie derrière, donc bah, il faut la comprendre. Il faut à minima comprendre techniquement comment est-ce qu'elle fonctionne. Voilà, ce qui ne requiert pas d'avoir un profil technique pour ça. Mais par contre, voilà, sorti du côté spécifique du Web3 et pour ce secteur-là, sorti du côté technologique, les entreprises de ce monde-là sont comme toutes les autres entreprises. Elles ont besoin de gens qui savent faire du marketing, qui savent vendre des produits ou des services, qui savent faire de la com, qui savent manager des équipes. Donc ces compétences-là aussi sont nécessaires. Et donc voilà, c'est ce qui est intéressant ici. C'est ce qui est intéressant ici dans les autres choses qu'on va voir pour compléter. Est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est celui-là? Ouais, voilà, c'est celui-là. Quelles compétences allez-vous rechercher en priorité dans vos équipes? Et donc bah là, on voit justement la fameuse ligne compétences techniques que tu citais tout à l'heure, à 66 et quelques pourcents. Mais là encore, elles sont trois à se détacher assez nettement. Et les autres, bah, c'est de l'esprit critique et de l'autonomie. Bon, bah ça, a priori, on est beaucoup à pouvoir faire preuve de ça. Et puis bon, il y a d'autres choses aussi intéressantes. Voilà, l'expérience précédente, nous à la BBS, on insiste souvent sur l'importance du bagage professionnel des gens pour s'insérer. Ça compte. Les recruteurs vont le scruter et vont le prendre en compte parce que ils vont pas être juste intéressés par le fait que vous avez suivi une formation sur la blockchain et que vous maîtrisez cette partie-là. Parce que encore une fois, ils ont d'autres besoins à côté. Voilà, il y a de la communication qui est citée, il y a du leadership, il y a alors la maîtrise de plusieurs langues, l'anglais. Ah, ça, évidemment, si vous avez la maîtrise de l'anglais, niveau insertion professionnelle, vous avez beaucoup plus de portes qui s'ouvrent d'un seul coup. Et donc, bah, finalement, voilà, la connaissance Web3, bah, c'est pas ce qui est le plus, c'est pas ce qui est le plus représenté hein, dans les compétences, encore une fois, qui vont être recherchées en priorité. Et donc là, ce sont les entreprises elles-mêmes qui le disent. Donc voilà, c'est bien que c'est pas le truc le plus important. Alors pour autant, à la question dans quel domaine de compétences ressentez-vous le besoin d'une formation supplémentaire pour vos employés? Donc là, on parle des gens qui sont déjà en poste. Bah, effectivement, le Web3 fait partie des trois compétences qui se détachent. Donc ça rejoint aussi un peu le côté pénurie de talents qualifiés. Donc ça peut être par rapport au Web3, mais par rapport aussi à d'autres compétences. Mais là, encore une fois, le côté marketing com bah, ressort aussi. Donc comme quoi il y a une vraie tendance sur cette partie-là. Et puis la troisième qui se détache, et donc là c'est pareil, nous on a trouvé ça très intéressant par rapport à nos formations et à ce qu'il y a dans les contenus. La gestion de projet, parce que la gestion de projet, ça fait partie justement de nos contenus. La gestion de projet et les méthodes agiles, c'est un observatoire gouvernemental qui le dit, qui s'appelle la Grande École du numérique. Ce sont deux choses qui sont très très demandées dans le numérique en général et la technologie blockchain
est une technologie numérique. Donc, on retrouve cette tendance-là. Et bah, voilà, on en a la preuve ici avec le retour des entreprises elles-mêmes. Donc voilà, je trouvais ces données-là très intéressantes pour montrer que, voilà, il y a pas que la technique et il n'y a pas que le Web3 pour travailler dans ce secteur-là. Très, très loin de là. Et donc, faut avoir une vue beaucoup plus large que ça et notamment ben, s'appuyer énormément sur le bagage professionnel qu'on a. En fait, il faut absolument s'appuyer sur les compétences qu'on a, faire éventuellement un bilan de compétences pour pouvoir extraire des compétences de ce qu'on a fait jusque-là. Parce qu'il y a plein de choses en fait qui vont intéresser les recruteurs du secteur. Donc, euh, il y a des cas de figure où, sur un recrutement, dans un panel de candidats, c'est pas forcément le candidat le plus maîtrisant sur la partie Web3 qui est recruté. On va dire qu'à compétences égales sur d'autres sujets, là, bah, du coup, effectivement, la maîtrise du Web3 va a priori faire une différence. Mais par contre, il y a un certain nombre de cas où, si vous êtes plus maîtrisant qu'un autre candidat sur la partie Web3, mais moins sur d'autres compétences, bah, c'est pas forcément vous qui êtes recruté. Et donc, bah, peut-être pour voilà, les quelques minutes avant de finir, bah, toi, avec ton quotidien en fait chez Dors 3, donc que ce soit pour tes équipes à toi ou bah, ce que vous pouvez voir chez les clients, les entreprises que vous accompagnez, voilà, quelles sont les logiques en termes en termes de recrutement? Qu'est-ce qui est recherché comme compétence, tu vois? Peut-être que, par exemple, tu peux nous balayer les différents corps de métier qui sont représentés au sein de Doors. Ouais. Voilà, euh, justement, un acteur qui accompagne des grandes entreprises, des grands comptes sur la partie Web3, et ben voilà, quel corps de métier on trouve dans cet acteur-là? Parce qu'on pourrait se dire, bon, bah, je sais pas, il va y avoir que des techos qui vont parler technique et qui vont accompagner que sur de la technique. Mais tu l'as dit, il y a plusieurs volets dans l'activité de Doors. Et donc, voilà, je pense que ça peut être intéressant de s'appuyer là-dessus pour Mm. parler de ça. Ouais, carrément. Et après, je crois qu'il y a une question dans le chat, mais je pourrais y répondre après. Mais pour répondre à ta question, alors nous, comme je l'ai dit, on a trois piliers d'expertise. Donc en fait, on a trois types de profils chez nous. On a des profils qui sont plus des profils consultants, donc chefs de projet. On a des profils qui sont tech, qui sont dans notre lab tech. Et on a des profils qui sont plus créa, donc sur la partie à la fois UX, UI et aussi community management. Et puis après, bon, on a des profils qui sont un peu touche à tout, on va dire, parce que c'est un peu le principe de notre métier. Et c'est vrai que ce que tu soulèves, c'est un vrai point parce que nous-mêmes, dans notre dynamique de recrutement, on a testé pas mal de choses. Parce qu'en fait, nous, si tu veux, ce qui est complexe, c'est que on a besoin des gens qui vont maîtriser l'univers du Web3, mais en même temps, on accompagne des clients qui sont pas dans le Web3. Donc, on a aussi besoin de gens qui comprennent des organisations classiques. Donc, je vais employer des gros mots, mais pour nous, c'est compliqué d'avoir que des degen, par exemple. On en a eu, mais c'est compliqué parce qu'ils vont pas comprendre l'organisation classique et comment accompagner un client comme Renault, Vinci ou autre. Si on n'est que degen, ça peut coincer à un moment avec le COMEX. Mais en même temps, on veut pas non plus justement des stéréotypes comme on retrouve dans le conseil traditionnel qui ont finalement aucune culture du Web3 et qui en fait vont être plats dans les recommandations parce que nous, on est là aussi pour amener de la disruption à nos clients et donc ils apprécient ce côté un peu new code, new culture. Donc tu vois, on est un peu à la croisée des chemins et du coup, ce qu'on en a conclu, c'est que pour nous, les profils dont on a besoin, c'est vraiment un mélange de hard skills et de soft skills. Et en fait, ce qu'on veut, c'est un mélange de ce qu'on a appelé, nous, de passion et d'excellence. C'est qu'il nous faut des gens passionnés par le sujet, même s'ils n'ont pas toutes les compétences Web3, ça, on pourra les former, mais il faut au moins qu'ils comprennent et voilà, qu'ils aient cette passion, cette vision, parce qu'ils ne vont pas faire les choses comme dans l'univers classique. Par contre, on a besoin qu'ils aient des vraies compétences, soit sur le marketing, soit sur la tech, soit sur la chefferie de projet, parce que ça, par contre, on en a besoin parce qu'il faut qu'il soit opérationnel demain pour faire du delivery de qualité chez des clients.
Donc en fait, on est vraiment là-dessus et finalement, on a des profils très divers. On n'a pas d'école de préférence. On a aussi des profils qui étaient en reconversion, par exemple. Donc, et je crois beaucoup à ça aussi parce qu'il y a une certaine maturité aussi quelque part. Et après, c'est vrai que bon, nous, c'est très spécifique. On travaille beaucoup avec des COMEX, des CEO. Donc, on a aussi besoin de gens qui ont vraiment une expertise et une seniorité. On peut pas avoir que des profils très juniors, mais on a aussi des profils juniors sur d'autres sujets. Donc voilà, c'est vrai que moi, je crois beaucoup à la pluralité des profils. Et encore une fois, nous-mêmes, on a démarré dans le Web3 en 2017-2018. À cette époque-là, il n'y avait aucune formation. Donc je ne crois pas non plus aux gens qui me disent je suis expert Web3, j'ai fait 15 formations. Enfin, c'est pas vraiment ça qu'on va chercher. C'est plutôt des gens voilà, qui ont cette sensibilité, mais qui vont maîtriser, comme tu l'as dit, voilà, tous les autres sujets qui sont indispensables pour accompagner les clients, quoi. Et par contre, je Ouais, pense que ce qui est clé, c'est la posture, effectivement, et l'état d'esprit. Il faut être curieux, ouvert d'esprit, il faut être beaucoup à l'écoute et très agile parce qu'on est dans un écosystème qui évolue très vite et donc même ceux qui pensent savoir, ils savent plus dans 10 jours. Donc par contre, nous, ce qu'on recherche vraiment, c'est des gens curieux qui vont être capables d'aller chercher par eux-mêmes, d'aller croiser de l'information parce que c'est un écosystème qui va très vite où on apprend tous les jours et nous-mêmes, on apprend tous les jours et on doit être capable aussi d'amener ça à nos clients. Que ce soit sur les ouais. choix technologiques, sur la réglementation, sur un certain nombre de sujets. Et peut-être ça recoupe la question là que je vois de David qui demande voilà en formation à la BBS sur la DeFi, ne manque-t-il pas de cas d'usage concrets avec des résultats tangibles? Bah, effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui sur plusieurs sujets, que ce soit la tokenisation, la DeFi ou d'autres, c'est qu'en théorie, c'est très bien. Dans la pratique, il n'y a pas beaucoup de cas d'usage. Donc ces cas d'usage, il faut aller les créer, que ce soit dans l'écosystème Web3 en tant que tel ou au sein des grands groupes. Et c'est là où je dis on a besoin d'une ouverture d'esprit et d'une curiosité parce que justement, il n'y a pas toujours un précédent en fait dans les sujets. Et nous, des fois, on a des clients qui vont nous dire, bah, donnez-moi un exemple de ce qui s'est fait. Alors oui, on va pouvoir faire un benchmark, mais parfois la réponse c'est de dire, bah, vous allez peut-être être les premiers à le faire, mais à un moment, il faut bien un premier pour le faire. Et je pense que la DeFi aujourd'hui, alors, est en train d'avoir une explosion d'opportunités, clairement. D'ailleurs, voilà, nous, on accompagne des ministères à l'étranger sur les sujets de réglementation, de tokenisation, de DeFi. Ils regardent ça de près parce que c'est vraiment passionnant pour eux, mais en même temps, ils ne savent pas trop comment l'aborder. C'est le même sujet pour les banques traditionnelles. Moi, ma vision sur la DeFi, c'est que je pense que la DeFi, elle est intéressante à deux titres. La DeFi en tant que telle, hein, qui vient vraiment révolutionner la manière dont on comprend la finance, mais aussi les mécanismes sous-jacents de la DeFi qu'on peut utiliser dans d'autres univers. Je pense à la Regenerative Finance sur les sujets ESG, mais je pense aussi à la tokenisation où on va pouvoir valoriser des assets d'entreprise avec des mécaniques DeFi sans pour autant faire de la finance. Et en fait, ça, pour moi, c'est pas encore assez démocratisé parce que justement, on manque de cas d'usage et donc c'est très mal compris. Et donc, bah, des fois, le réflexe un peu de certains, c'est de dire, bon, ça, je le mets de côté parce que c'est trop complexe et bon, c'est pour dans 10 ans, quoi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, sur la DeFi, c'est important de se former et de vulgariser, de trouver des cas d'usage qui vont amener une vraie valeur ajoutée. Et en tout cas, du point de vue des corpos et des institutions, c'est ça qui fera qu'on passera à l'échelle là-dessus. Yes, ouais, effectivement. Alors, je rebondis rapidement sur quelque chose dont tu parlais tout à l'heure, mais euh, la polyvalence, c'est quelque chose qui est aussi très intéressant hein, dans un profil. Et beaucoup d'entreprises vont valoriser ça et voir le rechercher hein, même dans des recrutements parce que bah, justement ça va aussi avec l'adaptabilité voilà, des profils qui sont capables de s'adapter dans un secteur qui par définition évolue en permanence et très mouvant comme le numérique de façon générale. Voilà, donc d'où aussi les méthodes agiles hein, dans la fameuse gestion de projet des profils qui sont polyvalents, qui sont capables de s'adapter, d'être curieux sur différentes choses et donc d'aller toucher à plusieurs choses différentes. Du coup, voilà, avec une capacité en fait à faire varier les curseurs en fonction de ce qui se passe pour l'entreprise, en fonction du développement, du contexte de marché, du contexte macroéconomique aussi. Voilà, les besoins des fois peuvent évoluer. Et Donc voilà, peut-être d'où sur ce ce que besoin tu de dis, polyvalence. ouais, sur ce que tu dis, Nathan, pour te compléter, je pense que, en fait, on a besoin aujourd'hui
dans beaucoup d'entreprises de doers, de gens qui font en fait. Et pour faire, il suffit pas d'être juste dans la tech, mais en tout cas, je pense que ça rejoint le sujet sur la DeFi, mais plein d'autres. Je pense que ce qu'on a besoin maintenant pour avoir un vrai passage à l'échelle sur les sujets Web3, c'est de faire, de prouver, d'amener des résultats, parce que c'est encore trop perçu comme quelque chose de flou par beaucoup de personnes, à tort, hein, mais et du coup, pour ça, bah voilà, on a besoin de gens qui vont mettre les mains dedans, et pour mettre les mains dedans, il faut avoir plein de compétences différentes, globalement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bah écoute, merci beaucoup Karen Merci à pour toi et merci ce, à tous. Et pour ce n'hésitez pas à débrief. lire l'étude. Ouais, bien sûr, on va la repartager. Donc il y aura un replay hein, qui sera disponible et on mettra l'étude avec. Donc bah merci beaucoup Karen. Bonne soirée à toi, bonne soirée à tout le monde et à une prochaine fois pour un prochain webinaire. Merci beaucoup, Nathan. À très vite. Ciao.